Et pour moi, c'était important de montrer, dans le cadre de recherche comme ça, un peu sur ces soulèvements populaires, que précisément le secret de la domination n'est pas intérieur à la domination, qu'il est dans la résistance. Et que principe principe politique, me semble-t-il, central, est de montrer que l'État lui-même est en fait second. Il est, enfin, la modernisation de l'État, la naissance de l'appareil moderne d'État, de ce que Foucault appellera le dispositif police, justice, prison, l'État bourgeois autoritaire, sa généalogie, son origine archaïque, c'est la liquidation des révoltes communales et des soulèvements populaires. Donc voilà, l'État, quand on pose la question archaïque ou archéologique de l'origine de l'État, voilà, je me suis un peu amusé à vouloir montrer que en fait, bah, l'origine de l'État, c'est les soulèvements populaires. Bonjour Frédéric, merci d'avoir répondu à notre invitation. On voulait faire cet entretien avec toi parce que tu as publié un livre, À contretemps, révolte, archaïsme et capitalisme, il y a quelques mois et ça nous avait assez intéressés. Je vais essayer de rapidement la présenter. Disons que la thèse un peu principale de ton livre, on pourrait dire qu'elle vise dans sa partie destructive à déconstruire l'idée d'un temps linéaire. Et donc avec le temps linéaire, toute l'idée de progrès avec son contingent de pseudo-concepts que sont le retard, l'avance, les survivances, les anachronismes, les inégalités de développement, les archaïsmes, ce qui désactive aussi toutes les fausses oppositions du couple tradition-modernité. Et dans sa partie constructive, tu essayes un peu de nous donner les outils conceptuels et la capacité à imaginer un présent de la conjoncture où existe du coup une pluralité de temps désynchronisés. Tu affirmes la discordance des temps. Conséquence, tu délies la nécessité historique du champ théorique de la politique et tu refuses alors son évaluation à partir d'une hiérarchisation temporelle et du coup plutôt il faudrait le faire à partir de nouveaux critères qui seront un peu internes et autonomes à la politique. Comment le livre il est construit, il me semble que c'est assez simplement organisé chronologiquement. Tu fais une très large part à l'histoire et sans délier ce travail historique, il y a un gros travail aussi philosophique du concept. On pourrait dire, peut-être tu n'accepteras pas l'expression, mais que c'est une sorte de matérialisme historique, mais délesté de toute idée d'évolution. Tu abordes de très nombreuses luttes, en général assez méconnues. Dans l'ordre d'apparition, il y a les révoltes communales du XVIe siècle, les guerres paysannes du XVIIe, les révoltes frumentaires du XVIIIe. Tu nous parles aussi de la lutte des maoïstes des années 70. Tu parles aussi de la révolution iranienne, ça c'est plutôt à la fin, mais des mouvements nationalitaires, aussi bien irlandais et aussi dans une moindre mesure un peu la question basque, et des luttes d'indépendance des années 70. Évidemment, tu n'ambitionnes aucune exhaustivité quant à ces luttes, plutôt tu essayes d'abstraire à chaque fois la problématique temporelle auquel elles ont donné lieu, et tu cherches un peu à redonner la singularité politique qu'elles méritent. Donc il y a une large bibliographie d'historiens qui se sont penchés sur ces luttes. Voilà, pour les gens que ça intéresse, c'est une bonne porte d'entrée. Et c'est aussi pour toi l'occasion de revenir sur un peu des systèmes conceptuels un peu majeurs de la subversion. Et là, il y a beaucoup d'auteurs auxquels tu t'affrontes. Il y a Marx, Lénine, Michel Foucault, Deleuze et Guattari, Althusser, Rancière, Lacan. Il y a même Freud et Lévi-Strauss. Donc beaucoup de monde. Peut-être je vais laisser continuer Blaise qui va essayer simplement pour créer une tension un peu artificielle mais qui permet d'entrer dans le gros concept autour duquel tu gravites qui est quand même celui d'archaïsme. La question pourrait se poser comme ceci. Est-ce que ton livre est là pour nous aider à liquider ce concept, à le neutraliser, à ne plus l'utiliser au nom du fait qu'il serait devenu totalement inopérant à partir du moment où l'ordre des temps, l'histoire, n'a pas de ligne d'évolution continue homogène avec des stades, et donc par conséquent il n'y a pas d'archaïsme, ou au contraire, ou même au nom même de ce fait-là, il faudrait conserver quelque chose de l'ambiguïté de l'archaïsme, de ses paradoxes, parce que ça permet au moins, en tout cas, d'activer une sorte d'énergie ou de mobilisatrice de type révolutionnaire. Du coup, la question globale, c'est comment maintenir l'archaïsme quand on l'a
quand on l'a défait, quand on l'a rendu inopérant, du fait même qu'on nie sa condition de possibilité d'usage, qui est hiérarchiser les temps, faire apparaître un temps dominant par rapport à un temps dominé, etc. Ça, c'est la question. Et il se trouve que il y a une phrase de Marx extrêmement connue que tu cites dans ton livre, page 115, que j'aimerais bien juste lire pour lancer cette question, parce qu'elle est très belle et parce que on a tendance à se représenter un marxisme qui serait purement économiste, presque aveugle au fond, l'idéologie n'étant que l'expression un peu superficielle de rapports matériels dont on doit le déduire. Et dans les textes plus politiques de Marx, on voit apparaître d'autres choses. Cette phrase, elle est très belle. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu'ils leur empruntent leur nom, leur mot d'ordre, leur costume, pour apparaître sur la nouvelle scène de l'histoire, sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté. Cette citation semble déjà poser ce problème d'articulation entre archaïsme et quelque chose d'actuel, nouveau. Comment tu caractériserais ton rapport à ce concept ? Oui, je dirais que par rapport à ta première question, c'est évidemment la deuxième possibilité, quoi. C'était un peu l'enjeu du livre, c'est-à-dire à partir du moment où on démagnétise le sens classique de l'archaïsme comme retard, comme arriération, qu'est-ce qu'on peut faire de ce concept pour en faire un concept critique ? C'est-à-dire, il y a dans l'archaïsme quelque chose de l'ordre de la colère contre l'époque, d'une protestation asynchrone, quoi, contre cette totalité présentiste de la culture capitaliste. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'arracher cette colère à la réaction et de la gagner à la cause de l'émancipation. Et pour ça, il y avait un double enjeu, comme tu le rappelais, replonger dans les soulèvements populaires qui ont été taxés d'archaïsme pour les disqualifier, pour leur retirer ou leur soustraire tout leur contenu politique, toute leur inventivité idéologique. Donc j'ai repris toute une tradition de lutte qui a été taxée d'archaïsme pour montrer en quoi elle reposait la question de la violence politique et qu'elle faisait écho à un retour aujourd'hui de certaines formes d'antagonisme, on pourra y revenir. Et de l'autre côté, l'autre enjeu, c'était de travailler un concept. Enfin, disons, de partir d'une notion qui, la plupart du temps, fonctionne comme un signifiant repoussoir, un signifiant idéologique négatif, ne soyons pas archaïques, quoi, soyons modernes, et retourner le stigmate, hein, pour reprendre une expression avant actuelle. Et dans ce sens-là, il s'agissait de voir en quoi une notion galvaudée pouvait être recréée ou réinventée comme un concept. Donc déterminer les coordonnées de ce concept, son extension, ses variations, et déplacer sa signification habituelle vers une autre série d'opérations. Sa signification habituelle, en gros, c'est soit une signification anthropologique, l'archaïsme c'est la forme originaire fondatrice, l'originaire, et à cette signification anthropologique est associée régulièrement une signification idéologique. Tu l'as rappelé, le retard et l'arriération. Et il y a un jeu de renvoi réciproque entre les deux. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment, à partir du moment où on affirme une discordance des temps que tu rappelais, où on casse cette idée de la continuité de l'histoire, alors une autre signification de l'archaïsme apparaît, qu'il faut essayer de pousser, je dirais, un peu plus loin. C'est pas seulement une colère contre l'époque, mais c'est précisément ce que masque cette qualification d'archaïsme dans les luttes, c'est le contretemps. Donc repenser l'archaïsme comme un contretemps, c'est-à-dire non plus comme, je dirais, l'invocation d'une légalité fondatrice, mais comme l'affirmation d'une inactualité subjective. Et à partir de là, déplier ce déplacement dans une autre série d'opérations, c'est-à-dire non plus le préhistorique ou le proto-historique, mais la présence du non-historique dans l'histoire, l'intempestif. Non plus, je dirais, le pré-politique ou l'infra-politique, la violence aveugle des émotions populaires qui sont particulées politiquement, mais plutôt l'introduction ou l'introjection dans la politique d'éléments non politiques. Et c'est là-dessus que je travaille, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, alors
plutôt que des éléments non politiques, je dirais des éléments qui ont été relégués hors de la politique. C'est vrai, c'est ça. C'est très politique au contraire. Voilà, c'est ce que j'appellerais les dehors de la politique, la terre, la pulsion, la religion, mais à partir duquel, justement, on repense la politique d'une autre manière que comme une expression de l'histoire, quoi. Et donc voilà, comment, d'un côté, des luttes dans l'histoire ont noué l'émancipation, non plus au progrès, mais à ce qui revient en tant qu'inachevé ou interrompu, et du côté conceptuel, effectuer ce déplacement à travers une interprétation critique d'un certain nombre de textes, en montrant comment, tu l'as rappelé chez Marx, alors dans d'autres œuvres que le 18 Brumaire, mais aussi dans le 18 Brumaire, chez Deleuze et Guattari, chez Foucault, d'une autre manière, est revenue la question de l'archaïsme dans ces théories de la subjectivation politique. Et ça, c'est le deuxième aspect du livre, me semble-t-il, et qui m'a intéressé, c'est-à-dire d'abord attester que la question s'est reposée, à un moment où finalement elle est passée un peu inaperçue, et quand on les relit aujourd'hui, cette question pour nous a un autre écho, et donc on peut mieux la détourer ou la débusquer, alors qu'elle est souvent passée, notamment chez Deleuze et Guattari, à l'époque en tout cas, elle est passée plutôt inaperçue. Donc il y avait aussi l'idée de réparer un oubli, quoi. Et l'autre avantage, me semble-t-il, dans le fait de détourer ce concept chez ces auteurs, ou du moins la signification que je donnais à ce concept, c'était de les interroger sur leur point de dessaisissement, les endroits où ça ne marche pas, où leur théorie ne fonctionne pas. Et pas du tout pour en montrer les limites, ou je dirais ce qui serait les contradictions, pas dans une optique de critique dans ce sens-là, mais justement parce que il me semble qu'avoir affaire à une pensée, comme ces pensées-là, c'est la confronter à ce qu'elle n'arrive pas à absorber. Et que donc c'est l'interroger sur les points où ça grippe, où ça rate, où ça ne marche pas. Encore une fois, pas pour en montrer les limites, mais parce que c'est des points de dessaisissement à partir desquels on peut, peut-être, en tout cas c'est mon hypothèse, écarter ces pensées d'avec elles-mêmes et leur donner, je dirais, une seconde vie, quoi, ou des vies ultérieures. Et pour des pensées qui appartiennent plus à notre séquence politique, ça n'a échappé à personne, on ne partage plus la même séquence politique, me semble-t-il, ça permet de leur redonner une actualité, ou une inactualité, je dirais plutôt. Bon, mais justement, ça tombe bien que tu dises ça, parce que ce qui serait pas mal, c'est, avant d'entrer directement dans le livre, passons d'abord par le contexte historique présent qui te pousse à faire ce travail, et qui est... tu évoques dans le livre des figures comme celle des Gilets jaunes, celle de la Palestine, celle en tout cas, des écologistes, en gros, des figures qui peuvent être taxées d'archaïsme. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir, avant qu'on entre vraiment dans le livre, quel constat tu as pu faire d'un certain traitement, de certains soulèvements présents, récents, relativement à ce concept d'archaïsme. Est-ce que ça a été le ressort de ce travail que tu as fait? L'accusation des Gilets... Oui, parce qu'effectivement, ça a beaucoup couru, cette idée que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement quasiment réactionnaire. Quasiment réactionnaire. Ouais. Absolument, je dirais ça c'est les deux les marxistes, la tradition marxiste très, très, très ambivalente sur la question, ô combien. Absolument. Je parle de l'extrême gauche marxiste. Justement, moi ce qui m'intéressait, c'est cette ambivalence. Plutôt que de dire, le marxisme c'est la condamnation de la révolte archaïque, j'essaie de montrer que c'était quand même un peu plus compliqué. Mais oui, en fait, l'origine, pour tout dire, ça a commencé... La question a commencé à percer avant les Gilets jaunes. Dans le combat qui l'a précédé, c'était celui de la loi travail. 2016, retour quand même. Alors on dit toujours retour, voilà. Mon livre aussi essaie de questionner le retour, mais disons présence de nouvelles formes d'antagonisme qui n'avaient plus lieu dans les manifestations et dans les luttes sociales, même les luttes étudiantes, en tout cas depuis 2005. C'était un moment qui a été un moment de militantisme important dans les universités. Et dès ce moment-là, ce mouvement-là, qui était quand même lié à une contestation de la loi travail, aux réformes néolibérales, et qui essayait au fond de ralentir, peut-être pas même de le renverser, mais juste de le ralentir, a été très vite taxé d'archaïsme. Pour son recours à la violence,
politique. Donc voilà, ça m'intéressait de revenir sur cette question, et y compris parce que en fait, tout ce qui était défendu de l'ordre des acquis, des anciennes luttes qui s'étaient matérialisées dans la protection sociale, était transformé en privilège du passé et en archaïsme que l'accomplissement de la nécessité historique, la globalisation, devait sacrifier, quoi. Un système des retraites, code du travail, puisque c'était le cas de la loi travail, protection sociale, etc. Donc c'est là que ça a commencé à poindre. Et ensuite, 2 ans plus tard, et avec une forme, à mon sens, de continuité, hein, après le 1er mai notamment, continuité avec le cortège de tête, donc il y a des questions qui ont été travaillées, hein, le mouvement des Gilets jaunes. Et là, effectivement, une lutte sociale destituante, qui m'a marqué, comme nous tous, je pense, parce que c'était quand même une déflagration, quoi, dans ces formes de pratiques un peu sédimentées de l'activisme institutionnel, avec un refus catégorique des négociations, je dirais, catégorielles avec l'État, et un retour de la dimension insurrectionnelle de la politique. Et là encore, évidemment, des archaïques, alors, qui posaient quand même le problème aussi de la difficulté d'une lutte destituante à se nouer avec les luttes sociales déjà existantes. Donc il y a quand même été un point de butée, et de l'autre côté, une méfiance extrême des autres organisations ou des autres luttes sociales déjà existantes face à un mouvement sans direction et qui était incontrôlable. Et donc, il m'a semblé que son absence de projet à long terme était justement ce qui leur permettait de faire quelque chose de politique. Et qu'au fond, ce qu'on taxait d'archaïsme, au sommet de leur mouvement, je dirais décembre 2018, c'était la présence de quelque chose d'inconnu qui pouvait mener à quelque chose de nouveau. Bon, force est de constater que ça n'a pas encore été le cas, mais bon voilà, il y a eu ce moment-là. Donc oui, ça a été, face à l'actualité du moment, il y avait ces luttes sociales, il y avait évidemment les luttes territoriales, qui nous ont tous beaucoup marqués, notamment la victoire, il n'y en a pas beaucoup, donc, de Notre-Dame-des-Landes, donc la question des ZAD, et de faire revenir justement encore une fois la question de l'antagonisme et d'une action directe, d'un affrontement direct avec l'État, comme la condition d'une occupation politique, et des conflits qui pouvaient y avoir au sein même de cette occupation politique, la découpe d'un territoire au regard de son occupation politique. Les actes de démantèlement, qui reprenaient la vieille tradition, enfin à mon sens, ça serait sans doute quelque chose à discuter, des ludistes dont je parle aussi, des briseurs de machines, et qui pouvaient effectivement être taxés de refus de la modernité, de la technologie, du béton, etc., de l'urbanisation. Toutes ces luttes sociales, territoriales, pouvaient pas faire oublier non plus, y compris dans les quartiers populaires, je dirais une réactivation d'une tradition émeutière. Donc décalée par rapport aux formes plus traditionnelles je veux dire des négociations, du conflit économique entre les classes. Et ce retour à une forme émeutière m'a marqué depuis longtemps, bon déjà évidemment en 2005-2006, et puis bon c'est aussi revenu, je veux dire après finalement le livre, mais récemment en 2023 si je ne me trompe pas, avec la mort de Naël. Et donc ce qui me semblait intéressant, c'était d'essayer de comprendre ces formes d'antagonisme actuelles avec l'ordre hégémonique de l'espace public et de la logique d'accumulation du capital, en reprenant une tradition de lutte qui est celle que j'ai essayé de faire ressurgir, qui a été un peu, peut-être, un peu beaucoup peut-être gommée ou effacée par l'avènement du capitalisme industriel, et qu'on a présenté comme au fond soit une simple survivance du passé, soit déjà une anticipation de la lutte de classe moderne, bourgeoisie, prolétariat. Et de montrer que là, il y avait une tradition faite d'émeutes, d'occupation, d'action directe, et que ce qui lui donnait sa force, c'était la commune comme forme de subjectivation politique. À la fois, c'est la base instituante de ces mouvements et leur horizon utopique. Et donc, ma question, c'est comment accompagner conceptuellement et comment penser conceptuellement le retour de cette forme de la commune dans la figurabilité du présent, qui s'est produit dans les luttes qu'on connaît. Et voilà, c'est ça qui m'a donné envie
au fond, de replonger dans ces soulèvements. Peut-être ça fait directement la transition avec justement la première question que je voulais te poser. Ton livre, il commence justement par un chapitre sur les révoltes communales, qui sont justement, comme tu viens de le répéter, des révoltes qui avaient comme base instituante et comme horizon politique la commune. La commune, c'est un peu une forme qui continue de surgir et d'inspirer aujourd'hui, actuellement. Et en général, quand on s'y réfère, on pense surtout à la Commune de Paris. Je pense que c'est un peu la référence directe qui nous vient. Mais en vérité, on ne sait même pas pourquoi les Parisiens eux-mêmes se sont référés à la Commune. En fait, on ne connaît pas ce passé encore plus ancien de la forme communale. Donc toi, les révoltes dont tu nous parles, c'est des révoltes bien plus vieilles qui ont débuté au XVIe siècle, en fait. Et de base, c'est une forme juridique, la commune, qui fonctionne à la fois sur le plan fiscal et sur le plan pénal. Et ce que tu montres, c'est que cette forme, elle va être réappropriée par les paysans dans les moments de danger, que ça va devenir à la fois, je te cite, une tactique et une forme de vie. C'est majoritairement des luttes antifiscales qui se font contre l'impôt des gens de guerre, et là aussi, ça fait un écho avec le présent. Les gens de guerre, c'est les seigneurs, en gros. Et tu montres que c'est des luttes qui ont résisté en grande partie à l'étatisation et à la centralisation monarchique. Et aussi, ça c'est peut-être dans une deuxième partie, tu parles aussi que ces luttes ont fait naître, d'une certaine paradoxalement, le système pénal de l'État contemporain. Juste peut-être pour poser le décor et pour permettre de présenter un peu ces luttes, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces révoltes communales et après, peut-être dans un second temps, nous montrer un peu c'était quoi les tensions temporelles dans lesquelles elles étaient prises, la tension entre la conservation et l'insurrection, et peut-être montrer du coup en quoi déjà à l'époque il y avait peut-être quelque chose de l'ordre d'une répétition créatrice, et peut-être aussi montrer des endroits où elles ont un peu... peut-être il y avait une répétition qui était peut-être pas forcément si créatrice que ça. Enfin, moi, je te laisse développer. Oui, c'est ça. Bon, tu l'as très bien rappelé, c'est-à-dire, au fond, ce qui m'a vraiment intéressé, ça a été un peu le commencement, quoi, dans ces grands soulèvements populaires qui ont été beaucoup travaillés par les historiens. Ils ne sont pas inconnus, quoi, hein, mais souvent en insistant peu, à ma connaissance, sur le lien avec la commune comme forme de subjectivation politique. Mais ça a été d'abord les grandes luttes antifiscales, parce que ça faisait directement écho justement à la révolte des Gilets jaunes. Je veux dire, les Gilets jaunes, c'est quand même un combat contre la hausse de la taxe sur les carburants, et les taxes, c'est précisément contre ça que se soulevaient les paysans du XVIe et du XVIIe siècle, parce que c'était le meilleur moyen de faire payer les pauvres. Comme encore aujourd'hui, surtout dans un pays où, je veux dire, l'impôt concerne quand même pas la majorité des gens, les taxes, c'est un instrument dans la guerre des pauvres. Donc je me suis intéressé à ces grands soulèvements antifiscaux, mais pas seulement. C'est-à-dire que les révoltes communales, elles innervent, la commune innerve ces grands soulèvements antifiscaux, mais aussi les émeutes d'enclosure, dont on parle beaucoup actuellement avec la question des communs, qui essaient de résister à l'accaparement des terres et à la fin des droits d'usage et de ce qu'on peut appeler les communaux, les émeutes d'enclosure, et aussi les grands mouvements de taxation populaire qu'on appelle un peu trop vite les émeutes de la faim, pour les discréditer, mais en fait qui étaient des tactiques très très au point. Donc je dirais, voilà, les soulèvements antifiscaux, qui sont vraiment les dinosaures des soulèvements populaires, ces grands soulèvements populaires des grandes guerres paysannes, les émeutes d'enclosure et les mouvements de taxation populaire. Et tous ces mouvements-là étaient basés sur l'occupation, sur le blocage et sur l'émeute. Alors, je fais un sort aussi, je dirais, mais là c'est via Münzer et via le regard aussi que porte Engels dessus, aux guerres paysannes millénaristes comme celle de Münzer, qui là sont liées à une idéologie religieuse. Donc, mais c'est pas le centre de mon propos. Mais voilà, comment donc à la fois la question fiscale, mais à la fois aussi la question des terres, et à la fois aussi la question du prix, et du lien entre l'alimentation, ce qu'on appellerait aujourd'hui la question de la vie chère, qui n'est pas juste une question de on veut consommer plus, mais qui est en fait une manière de reposer aussi, soit avec la question du prix, soit avec la question de la terre, une division de classe au sein de la paysannerie. Donc il s'agissait de regarder ces soulèvements avec cet œil-là, mais sans gommer
ce que tu rappelais, c'est-à-dire leurs ambiguïtés. Et au fond, d'un côté, elles ont été prises, je dirais pas prises, mais elles ont été coincées dans l'histoire, comme quand on coince quelqu'un dans un angle, quoi, sur un ring, coincées dans l'histoire entre survivance et anticipation, quoi. C'est-à-dire soit elles sont considérées par certains historiens comme en fait des sursauts unanimes de solidarité contre les agressions d'un État prédateur, mais qui en fait défendent un ensemble de solidarités verticales qui appartiennent au système féodal, donc définitivement dépassées, et au fond assez réactionnaires. Soit elles sont considérées, ça c'est le cas notamment de beaucoup d'étudiants, d'historiens marxistes, Hobsbawm, Thompson, etc., comme anticipant ce qui va venir après. Donc on ne leur laisse jamais la chance, que j'ai voulu leur redonner, d'être considérés comme un moment de bifurcation possible. Une alternative inédite qui ne s'est pas faite, qui n'a pas eu lieu. Pourtant, il y a eu cette brèche révolutionnaire de 92-93 où ça a failli donner lieu, grâce au relais des révolutionnaires, à un autre projet de société, un autre type d'économie politique populaire. Ça a été la défaite des révolutionnaires. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement de me situer à ce moment de bifurcation, pour montrer que oui, il y avait tout d'un coup eu l'invention, ni un retour à l'économie de la subsistance, ni comme ça un saut direct vers la grève d'ateliers, le passage de la populace à la classe et la centralité prolétarienne, mais tout d'un coup, voilà, une bifurcation qu'il fallait restituer. Et c'est pour ça que j'ai essayé de penser la continuité entre ce que tu rappelais sur ce que Thompson a appelé l'économie morale de la foule, mais en montrant comment elle avait donné lieu, non pas simplement à une nostalgie à l'égard du vieux système paternaliste des terres et de l'aide aux pauvres, mais qu'elle avait donné lieu à une nouvelle pensée, à l'invention de nouvelles idées. Et ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment des idées nouvelles s'engendrent dans la révolte elle-même. Ce n'est pas des idées nouvelles qui ont été apportées par les révolutionnaires aux paysans. C'est eux qui ont généré ces idées qui sont au fond, on pourrait dire, des sortes d'invariants communistes. Égalitaire, anti-propriétaire, anti-étatique, bien avant, ce qu'on appellera la centralité prolétarienne. Ces idées sont là, elles innervent la lutte des producteurs révoltés. Alors, il m'a semblé que, on pouvait faire une autre généalogie, une généalogie alternative, qui au lieu de comme ça suivre les stades du capital, ou, ce qui revient à mon sens exactement au même, les stades de l'exploitation et les stades de la résistance à l'exploitation, pointer des moments de bifurcation. Sur les guerres des paysannes, les jacqueries et autres, les émeutes populaires, tu pointes dans ton livre, même si tu développes pas cette idée, enfin il me semble, que l'État en fait est né en réaction à ces mouvements. C'est que l'État n'est pas là d'emblée, c'est que la subjectivité politique populaire, la résistance populaire, donne naissance au renforcement de l'État. C'est ça. C'est ça. Alors, je dirais même plus qu'au renforcement. Elle est la répression des séditions populaires parce que c'était des soulèvements énormes. Parce que c'était justement la commune laissée ouverte plein de possibilités aux initiatives populaires. Et des sièges de ville. Oui, c'est ça. Dangerosité, imprévisibilité des soulèvements populaires, et donc tout l'axe de la modernisation de l'État est passé par la répression des séditions populaires. Et donc, c'est ce que j'appelle une forme d'ironie de l'histoire. C'est que, en fait, c'est quand même l'histoire des vaincus, il faut bien le dire, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas la reprendre pour en faire autre chose. Mais ces paysans ont été vaincus. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, la révolution auquel ils ont abouti, ça a été une révolution étatique. C'est-à-dire que contre cette force de populaire nouvelle qui s'est levée, l'État a réagi par l'invention, non pas des guerres privées qui étaient celles de ces guerres paysannes, mais d'une guerre sociale. L'État, c'est un contre-coup, en fait. C'est une résistance à la résistance. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Et pour moi, c'était important de montrer, dans le cadre de recherche comme ça, un peu sur ces soulèvements populaires, que précisément, le secret de la domination n'est pas intérieur à la domination, qu'il est dans la résistance. Et que principe principe politique, me semble-t-il, central, est de montrer que l'État lui-même est en fait second. Il est, la modernisation de l'État, la naissance de l'appareil moderne d'État, de ce que Foucault appellera le dispositif police, justice, prison, l'État bourgeois autoritaire, sa généalogie, son origine archaïque,
c'est la liquidation des révoltes communales et des soulèvements populaires. Donc voilà, l'État, quand on pose la question archaïque ou archéologique de l'origine de l'État, voilà, je me suis un peu amusé à vouloir montrer que en fait, l'origine de l'État, c'est les soulèvements populaires, l'origine de l'État répressif. Alors, je fais état du fait que c'est une question qui a divisé les historiens, donc évidemment, elle ne sort pas de nulle part. Boris Porchnev, Foucault, aussi dans Théorie et institutions pénales, reprennent cette question, mais ils la reprennent, me semble-t-il, dans une optique de lutte de classe, quoi, hein. Bon, c'est Porchnev, historien soviétique, et l'autre, Foucault, de manière très très intéressante, par rapport à la situation qui est la sienne, tu l'évoquais tout à l'heure, qui est la répression étatique dans la séquence post-68. Hein, c'est-à-dire le moment où se reforme le couple modernisation sociale, les réformes sociales que tout le monde salue après 68, on réforme la société, et en même temps contre-révolution politique. C'est-à-dire, on voit revenir toutes les techniques de contre-insurrection, répression, la loi anti-casseurs, hein, qui est votée, qui reviendra bien plus tard à cette époque-là. Et donc voilà, confronté à cet appareil répressif d'État bourgeois autoritaire, à une époque où il est très ami avec les Mao et où il est lui-même très inspiré par Marx, hein, ce qui ne sera plus le cas après, Foucault décide de plonger dans la révolte des nu-pieds à Rouen pour montrer comment cet appareil judiciaire s'est constitué dans la répression par Séguier et Richelieu du soulèvement des nu-pieds. Je vais peut-être te poser une question sur un autre chapitre, peut-être sur le chapitre 6, qui est un chapitre important, le chapitre sur Deleuze et Guattari, où tu parles de ce fameux concept d'archaïsme à fonction actuelle. Si on refuse un peu de penser l'histoire comme une longue évolution, on est un peu amené alors à poser le surgissement historique, à penser le surgissement historique, c'est-à-dire la contingence radicale des formations sociales. Et on essaie aussi de penser le surgissement du capitalisme. On dit donc qu'il n'a pu être que le produit d'une rencontre hasardeuse, que le capitalisme aurait pu ne pas se produire. Donc c'est pas une nécessité historique, c'était pas une nécessité historique son installation, et que c'est la rencontre entre les marchands et les usuriers, la privation du sol, le travailleur libre et nu, l'abstraction monétaire qui a permis la formation du capitalisme industriel. À ce propos, Deleuze et Guattari font l'hypothèse dans Mille Plateaux que l'État naît adulte et qu'il surgit d'un coup, si les mécanismes d'anticipation et de conjuration par un phénomène quelconque disparaissent. Bon là, il se réfère un peu à l'archéologie de Pierre Clastres, etc. Mais si on pense le surgissement comme un mode d'apparition possible des phénomènes dans l'histoire, alors l'archaïsme y perd sa fonction d'origine commandant souterrainement les formes actuelles. Et tout ce qui apparaît et qui ressemble au passé doit être un peu analysé à nouveau frais. En présupposant qu'une répétition, s'il lui arrive souvent d'être réactionnaire ou conservatrice, peut tout aussi bien être créatrice. Ils inventent un concept pour désigner ces archaïsmes. Ils parlent d'archaïsme à fonction actuelle ou de néo-archaïsme. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils inventent ce concept? D'où viennent ces néo-archaïsmes, puisque paradoxalement, c'est le capitalisme lui-même qui les produit. Là, on pourrait penser que c'est juste un processus de déterritorialisation et de décodage absolu de tous les flux et donc de modernisation. Bon, il produit aussi des archaïsmes. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ces choses? Oui, dire quand même, si tu veux, dès le début, quoi, que, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que, ce que je rappelais tout à l'heure sur l'archaïsme, c'est un concept qui se divise. Et ce qui m'a intéressé chez Deleuze et Guattari, c'est de montrer à l'œuvre cette division. Donc l'ambiguïté, je dirais, de la fonction actuelle de l'archaïsme, c'est qu'il y a d'un côté ce que tu dis, sur quoi je vais revenir, c'est-à-dire les archaïsmes sont produits par le capitalisme, et donc c'est les ressorts économico-politiques de l'archaïsme, et d'un autre côté, il y a aussi l'idée, qui est un peu le point de fuite, et le point le plus incertain de leur philosophie, qu'il y a une fonction inactuelle de l'archaïsme qui le tourne du côté de l'émancipation. Et c'est ce qu'ils font en repensant l'archaïsme du désir inconscient. Et ça, c'est encore une autre chose. Ce qui m'a intéressé dans ce concept,
c'est même un des points qui est à l'origine du livre. Il y avait évidemment les luttes dont on parlait tout à l'heure, mais aussi une question sur laquelle je suis tombé, qui m'a aimanté quand je travaillais sur Deleuze et Guattari, bien avant de penser à ce livre. La question de Guattari qui pose dans les années, ouais, je dirais, là je me souviens plus, dans les années 60, quoi, donc il y a un certain temps, dit comment sortir de ce couple implacable, universalité machinique, singularité archaïque. Hein, c'est-à-dire d'un côté une communication généralisée, et de l'autre, une hyper-ségrégation. À un moment où, quand on lit ça, on est saisi par, je dirais, la réaffirmation d'identités collectives de type identitaire, religieux, national-étatiste, et ça encore, qu'on appelle ça retour du religieux, retour de la nation, peu importe, mais en tout cas, c'est difficilement contestable. Et qu'on a le sentiment, ça peut être sans doute discutable, mais que cette réaffirmation vient en contre-coup du déclin des subjectivations politiques que suscitaient les formes antérieures de la conflictualité sociale. Hein, celles qui se jouaient dans l'antithèse ou les combinaisons variées du rapport à la nation et du rapport à la classe. Et que, le contre-coup de, je dirais, cette suspension ou de cet affaiblissement ou de ce recodage des anciennes formes de la conflictualité sociale ou de la guerre civile, a généré ces formes de reterritorialisation, de crispation identitaire, de pulsions rétrogrades, qui sont comme, des tentatives réactives et compensatoires pour des subjectivités balayées, par les flux du capital et par, l'universalisation de la violence d'expulsion. Donc ça, c'était le cadre qui m'incitait à reprendre cette question de ce qu'ils appellent les archaïsmes à fonction actuelle, c'est-à-dire d'abord déplacer le sens même de l'archaïsme, au lieu de le considérer comme, un ensemble de formes objectives, historiques, positives, voilà, l'archaïsme c'est telle forme à telle époque, non, le rapporter aux formes de subjectivation qui s'y rattachent. Et donc voilà, pas des modes de production, mais des formes de subjectivation qui ne suivent pas mécaniquement les modes de production, qui continuent à exister et de manière conflictuelle entre elles, ce que j'ai appelé des archaïsmes subjectifs. Donc une forme de subjectivation de l'archaïsme. Pour en penser l'actualité, la fonction actuelle, ça posait forcément le rapport entre archaïsme et capitalisme. D'où ce que tu disais, voilà, archaïsme et capitalisme. Et pourquoi Deleuze et Guattari ? Parce qu'ils montrent que le capitalisme... pour le dire très très vite, parce que tout ça est évidemment très très compliqué, très sophistiqué aussi, mais a à la fois une composante de destruction des territoires écologiques, sociaux, existentiels, des valeurs précapitalistes, des identités collectives, mais qu'il a une autre composante de création de systèmes de domination équivalents et substitutifs. Nouveaux murs, nouvelles formes d'apartheid, et que ça, c'est l'hyperségrégation qui va avec déterritorialisation, reterritorialisation. Alors ça passe par toute une relecture de la formation capitaliste historique chez Marx, de la tendance, de l'antagonisme interne au capital, et donc c'est-à-dire du rapport du mode de production capitaliste aux limites de sa reproduction. C'est-à-dire le fait, ce que Marx appelait dépréciation périodique du capital existant et création d'un nouveau capital. Donc le capitalisme comme ce qui produit des archaïsmes en série, ce qui produit une archaïsation permanente et perpétuelle qui va de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée au fait de traiter, y compris les sociétés capitalistes, comme si elles étaient des sociétés non capitalistes. L'accumulation primitive comme accumulation continuée, avec les techniques de la dette publique, les violences de conquête et d'invasion, la terreur du droit et de l'État, qui ressurgissent à chaque nouvelle capture du capital. Donc, ça, c'était l'aspect économico-politique des archaïsmes, c'est-à-dire des archaïsmes produits par la logique d'accumulation du capital. Des réactions, en fait, au processus archaïsant propre au capital. Oui, c'est ça. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça, mais aussi avec cette fonction de l'État. C'est-à-dire qui est au fond, on peut dire chez Deleuze et Guattari, est l'archaïsme par excellence. Donc on disait tout à l'heure, là, l'État qui s'est présenté comme la modernisation, la grande utopie moderne, aujourd'hui, dans les textes de Deleuze et Guattari, c'est très sensible et c'est pas dénué d'un certain humour. Non, c'est pas la grande utopie moderne, c'est l'archaïsme par excellence parce qu'il occupe cette fonction de contrôle, de répression et de reterritorialisation des flux. Autrement dit, c'est la concrétisation de l'abstraction réelle du capital, quoi. Et cette concrétisation, elle passe
pas toujours, en permanence, l'usage pour la modernisation des techniques productives et étatiques des moyens de la contre-insurrection et de la répression, quoi. Ça, je dirais, c'est le lien avec le capitalisme. Et puis après, il y a l'autre côté. J'ai une question qui est un peu en dehors du livre, qui vient de la lecture il n'y a pas si longtemps d'un passage dans un livre d'un historien américain libéral anti-Poutine, spécialiste de l'Ukraine, etc., qui s'appelle Timothy Snyder, qui fait une remarque dans un de ses livres qui s'appelle « La route pour la servitude », qui m'a frappé et qui me permettrait de poser une question sur l'usage du mot archaïque pour désigner certaines réalités. Aujourd'hui, on pourrait avoir tendance à se dire, au moins d'un point de vue révolutionnaire ou politique, de gauche, que le regain de nationalisme, ultra-nationalisme, est une forme d'archaïsme aussi. C'est-à-dire, on pourrait considérer que le nationalisme, c'est une forme archaïque dans le cadre, par exemple, du fédéralisme européen, dans le cadre de la mondialisation, ou autre. Mais pour nous, c'est un retour en arrière, en quelque sorte. La logique identitaire et nationaliste. Et en fait, dans le livre de Timothy Snyder, à un moment donné, il fait une remarque, il dit si on regarde l'histoire de l'Europe, à aucun moment, les États européens n'ont eu une situation dans laquelle ils étaient des États-nations. Si on regarde l'histoire de l'Europe, ils ont d'abord été des empires, avant d'être même au moment de leur constitution comme État, ils ont dû d'abord coloniser leur propre territoire et ensuite coloniser des territoires extérieurs, donc ça a été des empires. Puis il y a eu la Première et la Seconde Guerre mondiale, et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un commencement de l'effondrement des empires, les décolonisations, et il y a eu immédiatement l'Europe. C'est-à-dire, il y a eu immédiatement des mises en rapport des pays et leur fonctionnement sous la forme européenne. Et il dit qu'il n'y a pas eu ce moment État-nation, souverain, qui serait comme ça isolé, maîtrisant ses propres frontières et décidant de tout de manière définitive. Et cette remarque, elle m'a intéressé. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle est vraie, juste ou pas. Mais du coup, elle fait apparaître un certain nombre d'hypothèses qu'on peut même trouver à gauche, par exemple chez les gens du pire, l'idée d'une espèce de souverainisme, de se retirer de l'Europe, de Frexit, etc. Ça fait apparaître cette logique nationaliste qui revendique une souveraineté de l'État-nation délimitée, par exemple à l'échelle de l'Hexagone pur, non pas comme le retour d'une espèce de logique du passé, mais comme une des hypothèses possibles de la politique qui n'a pas encore été actualisée, qui n'a pas eu de réalité. Timothy Snyder dit, à part la Finlande, pendant un très bref instant, il n'y a pas eu ce moment où l'État est un véritable État-nation sans un empire derrière, donc qui n'est pas un empire en même temps, et ou qui n'est pas intégré à l'Europe. Du coup, la question est, est-ce que si on maintient la lecture des phénomènes historiques à travers cette idée qu'au fond, il y aurait des espèces de résurgence, d'archaïsme, on se prive pas de la possibilité de capter dans des réalités qui justement paraissent archaïques, des choses qui en réalité sont de notre temps, de notre lieu, et qui sont de notre temps et de notre lieu surtout, qui n'ont même pas eu d'expérience passée. C'est une apparence d'archaïsme, mais en réalité, s'il fallait critiquer cette hypothèse, par exemple, vaudrait mieux moins la disqualifier comme vieille hypothèse que comme hypothèse horizon possible, mais qui nous paraît pas pertinent, qui n'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer. Bon voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? D'ailleurs, peut-être que tu n'es pas d'accord du tout avec le constat de Timothy Snyder. Ce que j'en pense, en fait, c'est que je suis tout à fait d'accord quand tu dis que voilà, on ne peut pas traiter, c'est ce que j'essaie de montrer justement, sous la forme d'une répétition ou d'une résurgence archaïque, des choses qui sont en fait des possibles, encore non advenus, et qu'on peut justement ouvrir. Mais encore faut-il savoir quel possible. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas encore intervenues. La question, c'est depuis quelle lutte on les reprend, quelle lutte qui a essayé de les réaliser et qui n'y est pas parvenue parce qu'elle a été vacue. Donc la question c'est recréer une filiation de lutte, une tradition de lutte. Oui, absolument, c'est reprendre les utopies manquées pour leur donner une seconde vie quand, évidemment, elles reviennent de fait dans les... Comme tu le dis, c'est pas quelque chose de volontariste. C'est ce que montrent les choses, quand ça arrive, et ben ça nous oblige à repenser dans ce sens-là. Sur le nationalisme... Est-ce que l'archaïsme est pas lié... Pardon, excuse-moi, mais du coup, à une sorte d'insistance qui est liée à l'échec.
il y a une défaite, et ce qu'on appelle archaïque, c'est une sorte d'irrédentisme politique fondamental, c'est bah non, on résistera, on veut faire revenir ce qui a échoué. En gros, que son énergie vient de là. Et du fait, on peut la retrouver autant chez les réactionnaires que chez les progressistes. Le simple fait que bah, ce qui a échoué, ça peut être les choses les plus émancipatrices, comme les choses les plus réactionnaires. Voilà. Est-ce que c'est lié à une énergie qui vient de regrets historiques, pas de regrets, mais voilà, qui vient du... Non, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas seulement... Enfin, c'est-à-dire, c'est pas seulement de l'ordre du regret ou de la nostalgie, justement. C'est de l'ordre d'un emblème, quoi. C'est-à-dire se reconnaître dans l'archaïsme, dans ce livre-là, ce que j'ai voulu montrer, c'est pas se reconnaître dans un passé, mais se reconnaître, je dirais, pas seulement non plus fondamentalement dans une colère contre l'époque, même s'il y a de l'ordre de cette énergie, mais dans toutes les temporalités qui ne sont pas accordées au temps dominant du capital. Il y a toutes les temporalités désaccordées par rapport à l'accomplissement d'une nécessité historique. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on puisse le faire avec n'importe quoi. Enfin, je veux dire, et la question du nationalisme, bon, écoute, je n'ai pas lu en détail, je n'ai pas lu du tout pour tout avouer ce livre-là. Donc et du religieux aussi. Hein. Et du religieux. Bien sûr, les deux fondamentalismes. Mais je ne pourrais pas du tout en parler, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, les grandes luttes de libération nationale, elles ont testé cette hypothèse quand même. Oui, exactement. Elles se sont quand même constituées, elles ont constitué leur indépendance sous la forme, alors pas seulement, mais c'est ça qui a pris le pas, de l'État-nation. Or, c'est quand même une partie du problème. Donc dire qu'en fait ça n'a jamais été essayé, ça me semble très très étonnant. En Europe. Non mais, et par exemple, je parle de la révolution islamique, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qu'elle a essayé, c'est le nationalisme, quoi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous ramène sur la question de la politique subjective. C'est parce que il serait bien d'avoir une caractérisation de ce concept, tu pourras nous la donner. Mais les exemples à partir desquels tu poses, il y en a deux grands, en gros. Il y en a un, c'est le Sinn Féin, c'est l'indépendance irlandaise, où tu aboutis à l'idée qu'au fond, l'indépendance irlandaise pose une politique subjective plutôt qu'une politique, disons, objective, c'est-à-dire une politique qui serait en quelque sorte inféodée à une classe, une matérialité économique, etc. Et justement, tu la poses en rapport à la question nationale, à la question de l'indépendance nationale et de l'autodétermination d'un peuple. L'autre élément où tu la reposes de manière beaucoup plus abondante, c'est la spiritualité politique. Chez Foucault, c'est le moment de la révolution iranienne. Et encore une fois, se rejoue cette question non pas seulement nationale, mais là quasiment messianique, mais d'un messianisme qui anime une révolution qui est nationale. Et du coup, est-ce que tu peux, préciser le concept de politique subjective, et deux, montrer en quoi ça ne se limite pas à l'alternative entre élan nationaliste et élan messianique, qui parfois d'ailleurs se rejoignent. Il y a autre chose que tu essaies de penser dans la politique subjective, étant donné que les exemples à partir desquels tu les penses restent quand même celui de l'autodétermination indépendantiste nationale. Voilà. Non, mais oui, tu fais bien de rappeler le cas irlandais, où effectivement là c'est une revendication indépendantiste et nationaliste, mais qui est immédiatement prise dans une question révolutionnaire, et notamment d'une révolution agraire. Je veux dire, quand j'en parle, c'est à propos de Marx. Oui. Qui, tu dis d'ailleurs des trucs très intéressants, si tu veux pas le rappeler. Pourquoi Marx soutient la révolution, l'indépendance? Oui, non, ce qui m'a intéressé, c'est que justement, c'est les moments, me semble-t-il, où la politique marxiste est proche d'une politique subjective. C'est-à-dire oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui m'intéresse chez Marx. Oui, le travail de Marx sur le communalisme russe. Absolument. Qu'est-ce que c'est que lire Marx quand on le lit à partir de la commune et pas à partir de l'exploitation industrielle, quoi. C'est pas le même Marx. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure sur les points de dessaisissement. Il y a en Marx des langages hétérogènes qui sont pas toujours contemporains les uns des autres, entre philosophie de l'histoire, philosophie de l'événement, téléologie contre-temps, économie politique et politique subjective. Donc la politique subjective, ce qu'on appelle la politique subjective, disons, c'est l'idée que la politique est plus donnée par l'histoire. C'est-à-dire que la politique n'est pas expressive de l'histoire, comme c'est le cas quand on identifie
quand Marx identifie la capacité politique à la classe. La classe où fusionnent la politique et l'histoire. Donc, quand la politique n'est plus donnée par l'histoire, eh bien, il faut repenser ces conditions propres d'intelligibilité et de pensabilité par elles-mêmes, donc d'une manière immanente à la politique. Et ça donne effectivement une politique qui ne peut plus être certaine d'elle-même, donc dont les conditions de pensabilité sont elles-mêmes précaires ou elles-mêmes incertaines et qui doit toujours se battre pour sa propre existence en tant que politique. C'est ce que tu dis, page 172, à la fin d'un chapitre sur la commune rurale. Tu dis l'affirmation de la discordance des temps, donc en gros pas de ligne historique déterminable à partir de laquelle on pourrait penser la politique comme ayant des conditions objectives, en quelque sorte, ne ruine pas le concept évolutionniste d'histoire sans ouvrir un nouvel espace d'intelligibilité de la politique. Mais une politique qui n'est plus donnée par l'histoire et dont, par conséquent, l'existence même est incertaine ou précaire. Une politique subjective. C'est ça. Donc c'est une politique non fondée, en quelque sorte. C'est une politique... Quelque part, il y a une notion... Pardon. Non, il y a une notion... Enfin, l'impureté aussi. Archaïsme et impureté. Dans la politique subjective, les Gilets jaunes, on a beaucoup parlé de ça aussi. Qui intégraient des éléments... nationalistes, on a parlé de l'antisémitisme, une fraction des Gilets jaunes et autres, par exemple. Et je pense que ça charrie, la politique subjective charrie aussi ces éléments-là, mais emporté dans un mouvement qui est plutôt celui d'une transgression que d'une réaction. Tu le dis un moment là. Une tension labite entre le préhistorique et le retour intempestif du non-historique dans l'histoire, entre les commencements régressifs de l'organisation sociale et ses confins transgressifs, sa limite et son dehors. C'est ça. C'est ça. Mais avec ce fait-là qu'on ne peut pas non plus complètement ignorer, quoi. C'est-à-dire que c'est ça toute la tension qu'il y a dans la politique subjective. L'affirmation de la politique subjective, c'est l'affirmation de la politique léniniste. D'abord, c'est l'idée que la politique, l'autonomie subjective de la politique, c'est la conscience révolutionnaire organisée, quoi. C'est-à-dire le passage d'une dialectique marxiste entre conditions sociales d'existence et formes de conscience à la dialectique léniniste entre conscience révolutionnaire organisée et État. Donc l'affirmation du primat subjectif de la politique, c'est l'invention léniniste de la politique. Mais évidemment, moi, ce que j'essaie de montrer, je ne dis pas évidemment, mais bon, c'est quand même des choses qui ne sont pas... pour le coup, là, c'est pas ce qu'il y a de plus original dans le livre, mais malgré tout... c'était à mon sens important, c'est qu'il y a une contradiction de cette politique subjective léniniste, parce que ce primat subjectif de la politique, il reste fondé, comme tu le rappelais, sur l'idée d'une histoire conçue comme un processus d'accumulation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait cette conscience révolutionnaire organisée? C'est quand même ce qu'il appelle l'école de la fabrique. C'est-à-dire le prolétariat est discipliné par la fabrique industrielle du capital. Donc c'est le capitalisme qui est la condition absolument indéfectible de la production du socialisme. Le socialisme, c'est la première des productions du capitalisme. Donc, cette antécédence nécessaire du capitalisme par rapport au socialisme, qui est en fait l'héritage de la révolution bourgeoise dans la pensée léniniste, me semble-t-il, est un problème qui effondre, en fait, ce primat subjectif de la politique que Lénine voulait penser. Donc, ensuite, la question va se poser, effectivement, de penser des formes de politique subjective qui ne soient pas des formes léninistes. Et donc c'est pour ça que je reprends la question des Mao, premier cran. Je veux dire, le maoïsme, c'est d'abord une critique du léninisme. Donc comment penser la présence du savoir dans les masses et pas dans l'importation du savoir dans les masses, premier cran, le maoïsme. Et puis le maoïsme, j'essaie de montrer, notamment avec un certain nombre de scènes sur la question de la justice populaire, ne parvient pas en fait à faire l'économie d'une avant-garde qui dialectisera et qui médiatisera quand même ce savoir qui est censé venir des masses. Et d'où ensuite la question, quel autre type de politique subjective? Alors évidemment, par exemple, il m'a semblé que chez Foucault, si on veut en trouver une, on n'est pas obligé de la chercher, mais en fait, si on veut en trouver une, il y en a une, c'est la politique spirituelle, et qui là pose énormément de problèmes. Donc, ça c'est sûr. Et c'est le dernier chapitre, quasiment. Oui, c'est ça. Et c'est en rapport à la révolution iranienne et à l'investissement messianique de cette révolution qui a contribué à mettre de côté quand même les partis plus traditionnels ou politiques. C'est-à-dire que le point subjectif, il y a Foucault, il y a l'exemple de Foucault, puis il y a l'exemple aussi de l'émancipation par le désir, la Guattari. Dans les deux cas, tu pointes les limites ô combien de ces deux perspectives. Qui sont en fait des limites
je veux dire, qui tiennent aussi à la forme des luttes que ça prend. C'est pas seulement des limites théoriques. Je veux dire, les limites auxquelles se confronte Foucault, c'est le passage d'une révolution à une contre-révolution. Donc, c'est pas non plus, il n'y a pas de continuité entre le gouvernement sanglant des mollahs et la politique spirituelle que défend Foucault. Il y a l'arrêt d'une séquence révolutionnaire unanimiste du soulèvement de tout un peuple et le début d'une séquence contre-révolutionnaire et réactionnaire qui n'est pas dans la continuité de la première. Et sur Guattari, la question que je pose, c'est ce que tu rappelais à propos des mouvements nationalitaires, c'est-à-dire ce qui peut se présenter comme quelque chose d'archaïque, ce que tu rappelais à propos de la nation, c'est comme des nouvelles territorialités, une revendication de territoire, de nouveaux codes, de nouveaux fragments de codes. Il prend les exemples soit des régionalismes, y compris je veux dire, l'exemple des Basques, des Corses, oui. Il prend aussi évidemment l'exemple des Irlandais, comment ne pas le faire, mais aussi l'exemple des Arméniens, des Palestiniens. Et c'est ce qu'il cherche à penser comme quelque chose qui serait capable de s'arracher à son propre archaïsme. Et là, ce qu'il pense comme archaïsme, c'est le nationalisme. C'est-à-dire comment ces mouvements peuvent-ils échapper à leur propre perversion nationale étatiste. Ce qui aujourd'hui peut nous faire réfléchir quand on pense à la situation de la Palestine ou des choses comme ça. C'est une vraie question que pose Guattari et qui, me semble-t-il, reste complètement ouverte et comme suspendue. Et que posait un peu Jean Genet, tu le cites Absolument. Par rapport au Fedaïn, au mouvement palestinien d'ailleurs. Oui, c'est le rapport à la fois de grande familiarité, adhésion et de critique aussi. Le problème mort, enfin. Ouais, le problème de la position de Genet, ça c'est la position de Genet dans Le Captif amoureux. D'ailleurs, on a revu récemment ses notes, ses valises dans l'exposition Ce que la Palestine apporte au monde à l'Institut du monde arabe. C'était vraiment très, très touchant. Mais oui, l'éloge que fait Genet des Fedaïn, il le montre, il doit se comprendre aussi par rapport à toute une question, je veux dire, qui hante son livre, c'est l'effondrement de la résistance palestinienne. En fait, c'est de ça dont il parle, c'est-à-dire l'effondrement de la résistance palestinienne qui est prise et qui se transforme en une révolution hiérarchisée et organisée, tenue par les leaders palestiniens ou les représentants des grandes familles. Et donc, ce que j'ai trouvé problématique dans la position de Genet, c'est que c'est comme s'il mettait en valeur une forme d'éthique, plus que de politique, une éthique du vagabond, qui en fait consisterait à dire qu'il faut en permanence résister contre la possibilité révolutionnaire qu'on a soi-même générée. La résistance résiste à la révolution qu'elle pourrait devenir. Et il le dit lui-même, il dit, voilà, quand les Palestiniens, et je le cite... Si tu veux, je peux citer la phrase que tu cites. « Écoutez, le jour où les Palestiniens seront institutionnalisés, je ne serai plus de leur côté. Le jour où les Palestiniens deviendront une nation, comme une autre nation, je ne serai plus là. » Et tu dis que c'est ça le problème de Genet, c'est que d'une certaine manière, il reste dans le moment unanimiste. Le plus destituant. Mais surtout que c'est une cruelle ironie, parce que le jour où, voilà, on a envie de dire, le problème, c'est pas de s'inquiéter du fait qu'il y aura une trop grande institutionnalisation de la nation palestinienne, quoi. Donc oui, j'ai trouvé que c'était une position dure de Genet. Au fond, c'est un peu l'ambiguïté du terme de résistance, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que résister? Est-ce que c'est juste endurer et survivre à une situation d'oppression, ou est-ce que c'est se donner les moyens d'en finir avec les mécanismes même de l'oppression? Et dans ces cas-là, voilà, ou est-ce que c'est une résistance permanente, comme d'autres parlaient d'une révolution permanente? Genet refuse un peu de penser une victoire possible, c'est une sorte de partir déjà vaincu, quoi, et rester absolument une sorte de romantisme du vaincu, quoi, à la fin. Et en même temps, quand on le pense aujourd'hui, le danger qui pointe est réel, c'est-à-dire l'accaparement d'une résistance par une organisation hiérarchisée, qui peut être la pire des organisations. Donc, il pointe aussi à quelque chose dont on sait que ça s'est produit récemment. C'est malheureuse de toute la révolution, pour l'instant. Voilà. Alors moi, je dirais c'est plutôt l'histoire de la cessation des révolutions et du début de la contre-révolution. Voilà, c'est ça. Ouais. Pardon. C'est tout à fait juste. Ouais. Juste une petite question en rapport à ça. En t'écoutant, j'ai l'impression que si tu choisis le concept d'archaïsme et que tu retires son caractère réactionnaire, ou même
c'est aussi parce que dans l'archaïsme, il y a l'idée de quelque chose qui est quand même une résistance, une réaction, mais en même temps, c'est un principe, enfin c'est une affirmation. Et ça se voit dans le fait que ce qui est le plus intéressant, moi je pense, dans son livre, c'est que tu insistes dans une tradition, par exemple, de l'émeute Prime de Joshua Glover, tu insistes sur l'idée de penser non pas l'émeute, l'insurrection, la révolte ou le soulèvement par son avant, son après, ce que ça pose, etc. Mais dans son immanence même, c'est-à-dire relativement à elle-même, quelles idées, quel contenu presque substantiel elle crée. Et c'est là que j'ai l'impression que le concept d'archaïsme permet de nouer ces choses-là, puisque une émeute, évidemment, ça peut être une résistance, ça peut être une réaction, ça peut être un truc par rapport à un avant, un après, etc. Mais en même temps, ça produit des idées, ça produit une substance, et une transversale, et c'est ça qu'il faut essayer de relier, c'est ces points d'idées immanentes qui naissent de la révolte elle-même. Voilà, mais c'était plus... C'est la capacité de la révolte à produire ça, ou à ne pas le produire. C'est-à-dire, toute révolte ne produit pas cette inventivité idéologique, justement, mais c'est autre chose que le fait d'un surplomb par une avant-garde qui donnerait cette inventivité idéologique à ceux qui sont toujours victimes des illusions que produisent les luttes concrètes. Donc, mais en revanche, ça ne veut pas dire que toute révolte a une inventivité idéologique. C'est un peu le test d'une révolte. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce que tu appelles l'immanence, et je suis tout à fait d'accord, l'immanence de la révolte à elle-même, c'est d'abord d'essayer de penser la révolte sans faire de l'État le ressort de son intelligibilité, indépendamment des catégories de parti et des catégories de révolution. C'est un peu la critique que tu fais de Foucault. C'est l'idée d'avoir pensé les nu-pieds par rapport à la répression des nu-pieds. Oui, enfin, ça c'est un peu le problème récurrent chez Foucault, qu'il a lui-même bien identifié, c'est-à-dire qu'au fond, sa difficulté à passer de l'autre côté du pouvoir, de l'autre côté de ce que le pouvoir dit ou fait dire. Et quand il s'intéresse aux nu-pieds, ce qui l'intéresse, c'est l'invention des instruments de la répression, plus que l'autonomie même des nu-pieds, même si tout ça, chez Foucault, est toujours beaucoup plus subtil. Mais ce qui m'a intéressé dans cette immanence de la révolte à elle-même, c'est en fait de reposer cette question de la violence politique, qui a parfois tendance à être pensée comme justement soit la violence, soit la politique. Bon, pour le caricaturer, mais dans les guerres des paysans, ce qui m'a intéressé, et ce qui revient aussi dans le problème des Mao en France, qui vont essayer de proposer des formes d'alternatives à ce qui a été les grandes guerres paysannes, ils en sont bien conscients, c'est comment on articule ensemble à la fois l'acte de vengeance contre l'oppresseur, qui est inhérent au soulèvement populaire. Il ne faut pas l'ignorer, il y a un acte de vengeance contre l'oppresseur, l'acte de guerre contre un ennemi, qui est la position antagoniste forte, et l'acte politique contre les stratégies des hommes au pouvoir. La capacité à nouer, dans le moment de la révolte ou du soulèvement, et dans la capacité à le faire durer et à lui proposer un avenir, une forme d'existence partagée, comment on noue ces trois actes, l'acte de vengeance, l'acte de guerre et l'acte politique. Et c'est ça qui m'a semblé être une manière de penser le point crucial de la subjectivation politique. Comment on passe d'une logique de la sécession, de la destruction, de la négation, qui est absolument inhérente au soulèvement populaire, à une forme d'existence commune, une inclusion conflictuelle dans un monde partagé. On a toujours tendance soit à s'en tenir au premier aspect, disant « ouais, la fougue émeutière, bon voilà », et à oublier le second, ou à être déjà, comme si on était déjà toujours dans le second, l'inclusion conflictuelle, la conflictualité démocratique, en oubliant que sa condition, c'est quand même un antagonisme qui a précédé. Mais si on prend par exemple l'exemple des Gilets jaunes, le plus récent, il y avait cette sorte d'ambivalence, à savoir une inventivité, les ronds-points, s'en prendre à la logistique, et par ailleurs, par exemple, des revendications comme le RIC, le référendum, mettre Macron toujours en tête. C'est pas son même plan du tout. Non. Et je ne parle pas bien sûr de l'aspect insurrectionnel et émeutier. En plus, c'était là, il y avait vraiment deux façons de lire le mouvement. Enfin, deux façons, non, c'est le même mouvement pourtant. Qui à la fois réclamait de la destitution du président et appelait au RIC,
dans le cadre des institutions, et qui par ailleurs créent des lieux de vie, d'organisation de vie, Mais c'est des peut-être- communes, des sortes de communes. Des communes, bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est un renouveau des révoltes communales, les Oui, Gilets oui, jaunes, très mais clairement. donc Mais- dans cette immanence de la subjectivité politique, il y a de la contradiction, il y a de Ouais. l'ambivalence, Absolument. même au sein, je veux dire, c'est ça. Ouais, mais de toute façon, là pour le coup, c'est plus qu'une ambivalence, c'est une division qui s'est pas faite. Ouais. Enfin, Ah, manifestement, elle s'est pas faite. Les mêmes, hein, Mais- c'était les mêmes qui occupaient les ronds-points, qui balançaient, enfin qui... Je pense qu'il y a eu une composante insurrectionnelle du mouvement Ouais. différente de sa composante qui appelait Auric. Bon, mais Sur les peut-être- manifs, je sais pas, Ouais. les mêmes étaient aussi... Enfin bon. c'est vrai. Peut-être juste pour poser une autre question, en fait, quand on affirme la discordance des temps, j'ai l'impression que c'est absolument nécessaire pour pouvoir poser un peu une singularité politique, un plan qui soit un peu hétérogène à celui qu'on combat. Et en même temps, je vois aussi et j'ai l'impression que tu en parles un peu dans ton livre, tu en parles plusieurs fois, en fait c'est aussi un obstacle, parce que si c'est aussi les temps ne sont pas les mêmes entre différentes fractions des révolutionnaires. Je pense par exemple, Oui. quand tu parles de la Révolution française, Oui. en fait la Révolution des sans-culottes, c'est pas du tout la même Absolument. que celle des paysans. Et en fait, comment tu fais? Et pourtant, enfin, ça pose en fait la Ouais. question de l'alliance. J'ai l'impression que tu la poses plusieurs Ouais. fois dans ton livre, et c'est une question hyper importante. Que en fait, il y a un moment où il faut aussi réaccorder les temps. Enfin, il y a un endroit où il faut qu'il se rencontre une sorte de transversalité un peu temporelle. Ça repose au moins. Au moins ça. Que ce soit entre la ville et la campagne. Je dirais pas, je dirais pas qu'il faut réaccorder. Ouais, mais justement, je dirais pas qu'il faut réaccorder les temps, mais il faut partir du fait qu'il ne le soit pas. Ouais. Et effectivement, les mouvements révolutionnaires, j'en parle notamment à propos de Lénine, ont tendance, pris dans la précipitation de ce que c'est qu'une tâche révolutionnaire quand même, il ne faut pas l'oublier, mais ont tendance à justement ne pas laisser le temps à ses propres décalages temporels. C'est-à-dire que les campagnes et les villes ne vivent pas la même temporalité au sein même du processus révolutionnaire. Et que si on veut que mûrissent les contradictions de classe au sein même des campagnes, il faut leur laisser plus de temps, un temps que les villes n'ont pas. C'est quand même la quadrature du cercle, dans le cas de la révolution de 17, parce qu'elles ont un problème de ravitaillement, et que si on ne ravitaille pas les villes, le pouvoir révolutionnaire disparaît. Donc c'est des vraies contradictions. Et sur la Révolution française, c'est exactement le cas. C'est-à-dire il y a un décalage entre la révolution, pas la révolution des sans-culottes, mais la révolution bourgeoise, et la révolution paysanne. Et c'est pas les sans-culottes portent en fait des revendications, notamment celle du maximum, du droit à l'existence, qui viennent des soulèvements paysans. Et en revanche, il y a un décalage effectivement entre le mode d'intervention des gueux dans la révolution bourgeoise, qui sont intervenus de manière décisive, et de l'autre côté, une résistance contre les gueux des bourgeois. C'est-à-dire l'émancipation de la classe bourgeoise se fait par la répression et la destruction des gueux, des paysans pauvres et des plébéiens. Donc je ne pense pas qu'il faille forcément trouver une manière d'accorder ces temps, mais qu'en tout cas les conflits internes à un processus révolutionnaire sont, je crois que tu as raison, souvent des conflits de temporalité. Et donc prendre conscience au moins de ces décalages temporels, ne pas chercher à les résoudre d'une manière trop autoritaire ou volontariste, me semble être une difficulté des processus révolutionnaires que je travaillais, que ce soit sur la Révolution française ou sur la Révolution léniniste, la Révolution d'octobre.